Depuis plusieurs semaines, la France connaît une chaleur exceptionnelle. Les températures dépassent régulièrement les 35 degrés et franchissent parfois les 40 degrés. Pourtant, une question mérite d'être posée. Pourquoi cette année est-elle si chaude? Pourquoi, avec une situation atmosphérique parfois comparable à d'autres étés, atteint-on aujourd'hui des températures aussi élevées? Dans les deux précédents décryptages, nous avons parlé des hauts géopotentiels et des ondes de Rossby. Mais la situation exceptionnelle mérite d'aller encore plus loin. Bien sûr, nous serions tentés de parler du réchauffement climatique. Mais bien qu'il joue un rôle fondamental en augmentant progressivement la température moyenne de notre planète, cela ne suffit pas à expliquer pourquoi certaines vagues de chaleur deviennent beaucoup plus intenses que d'autres. Pour comprendre ce qui se passe réellement, il faut regarder ce qui se déroule au niveau du sol. Car lorsqu'un anticyclone s'installe durablement, ce n'est pas seulement l'air qui se réchauffe. Le sol change lui aussi de comportement. Et cette transformation peut ajouter plusieurs degrés supplémentaires aux températures. Avant d'expliquer les mécanismes physiques qui en sont responsables, observons d'abord ce que nous disent les rapports d'institutions rassemblant d'énormes quantités de mesures. Commençons par le Copernicus Climate Change Service, le service climatologique européen. Les cartes publiées dans le rapport du mois de mai montrent qu'en Europe occidentale, les précipitations apparaissent relativement proches de la normale à l'échelle européenne, alternant zones légèrement excédentaires et légèrement déficitaires. En revanche, les températures sont déjà nettement supérieures au normal. Le résultat est une humidité des sols qui vire déjà dans le déficitaire dans toute une zone du territoire français. Un mois plus tard, en juin, la situation s'est nettement aggravée. Les déficits de pluie se sont renforcés sur une grande partie de la France et de l'Europe occidentale, avec des températures exceptionnellement chaudes. Les sols sont devenus alors plus secs. À l'échelle française, le déficit de l'indicateur pluviométrique national disponible sur le site d'Infoclimat reste relativement limité, environ moins 5%. Ce chiffre peut surprendre. En réalité, les pluies abondantes de janvier et février avaient fortement rechargé les réserves en eau. L'indicateur est donc parti d'un niveau très élevé avant de pratiquement stagner durant les mois suivants. En revanche, la situation devient beaucoup plus préoccupante lorsqu'on regarde certaines régions de l'Ouest où le déficit atteint 15%. Si nous zoomons sur le département de la Vienne, celui-ci atteint même 29%. Le bilan climatologique de Météo France résume parfaitement la situation. Le mois de juin 2026 devient le mois de juin le plus chaud jamais observé, dépassant même juin 2003. Des températures supérieures à 40 degrés sont relevées dès le mois de juin, alors que ce seuil avait surtout marqué la canicule historique d'août 2003. Dans le même temps, les précipitations restent souvent déficitaires d'une trentaine de pourcents et l'humidité des sols chute à des niveaux inférieurs à ceux observés en 2022. Les observations sont donc cohérentes. Moins de pluie, des sols plus secs et des températures plus élevées. Mais une question demeure. Pourquoi un sol plus sec fait-il augmenter la température de l'air? Pour comprendre ce mécanisme, il faut oublier pendant quelques minutes les cartes météo et revenir à un principe fondamental de la physique. À chaque instant, la surface de la Terre reçoit et redistribue de l'énergie. Cette énergie provient essentiellement du Soleil, mais elle ne peut évidemment pas disparaître. Elle doit être répartie entre plusieurs mécanismes physiques bien précis. C'est cette répartition, et non la quantité totale d'énergie reçue, qui va déterminer si une masse d'air se réchauffe fortement ou beaucoup moins. Les climatologues résument ce principe à l'aide d'une équation appelée bilan énergétique de surface. Elle est utilisée quotidiennement dans les modèles météorologiques et climatiques pour calculer les échanges d'énergie entre le sol et l'atmosphère. R égale H plus LE plus G. Derrière cette écriture apparemment très simple se cache toute l'explication des grandes vagues de chaleur. Le premier terme, R, représente le rayonnement net. Il s'agit de toute l'énergie disponible à la surface après avoir tenu compte du rayonnement solaire reçu, du rayonnement réfléchi par le sol
et du rayonnement infrarouge échangé avec l'atmosphère. Lors d'une journée estivale ensoleillée, cette énergie atteint facilement plusieurs centaines de watts par mètre carré. Cette énergie ne reste évidemment pas stockée indéfiniment à la surface. Elle est redistribuée selon trois grandes voies. La première est la chaleur sensible, notée H, celle qui réchauffe directement l'air au contact du sol. C'est cette énergie que nous ressentons lorsque nous approchons la main d'une route brûlante en plein été. La deuxième voie est la chaleur latente, notée LE. Contrairement à la précédente, cette énergie ne sert pas à augmenter la température. Elle est utilisée pour évaporer l'eau contenue dans le sol, la végétation ou les surfaces humides. Chaque gramme d'eau évaporée emporte une quantité considérable d'énergie, un peu comme la transpiration refroidit notre corps. Enfin, une petite partie de l'énergie pénètre dans le sol lui-même. C'est le terme G, appelé flux de chaleur dans le sol. Il contribue au réchauffement des premières couches du terrain pendant la journée avant d'être progressivement restitué durant la nuit. Nous comprendrons donc, à travers le terme LE, que lorsque le sol est humide, une grande partie de cette énergie est consommée par l'évaporation, et l'air se réchauffe donc relativement peu. En revanche, lorsque le sol est devenu sec, il n'y a presque plus d'eau à évaporer. Toute l'énergie qui ne peut plus alimenter la chaleur latente est alors redirigée vers la chaleur sensible, c'est-à-dire directement vers le réchauffement de l'air. Autrement dit, la sécheresse n'augmente pas la quantité d'énergie reçue, elle modifie simplement sa répartition. Mais cette simple redistribution suffit parfois à ajouter plusieurs dizaines, voire une centaine de watts par mètre carré au réchauffement direct de l'atmosphère. Mais que représentent concrètement ces quelques dizaines ou cette centaine de watts supplémentaires? S'agit-il d'un effet négligeable ou est-il capable d'ajouter plusieurs degrés à une masse d'air? À première vue, 100 watts par mètre carré ne semble pas représenter grand-chose. Pourtant, lorsque cette énergie agit pendant plusieurs heures, son effet devient considérable. Un watt correspond à un joule transféré chaque seconde. Si cet excédent d'énergie de 100 watts persiste pendant une heure, il représente déjà 360 000 joules par mètre carré. Sur 10 heures, au cours d'une journée estivale, cette énergie supplémentaire représente 3,6 mégajoules par mètre carré. Or, il existe une relation fondamentale liant l'énergie à l'élévation de la température. Q égale mc delta T, où Q est l'énergie, m est la masse, C est la capacité thermique et delta T la différence de température. Cette relation est l'une des plus connues de la physique. Plus la masse d'air à réchauffer est faible, plus une même quantité d'énergie produit un réchauffement important. Imaginons que cette énergie supplémentaire soit répartie dans les 1000 premiers mètres de l'atmosphère, c'est-à-dire dans la couche d'air directement influencée par le sol durant une chaude journée d'été. Une colonne d'air de 1 mètre carré de surface et de 1 km de hauteur contient environ 1200 kg d'air. La capacité thermique de l'air est proche de 1000 joules par kilogramme et par degré. Pour augmenter la température de cette colonne d'air d'un seul degré, il faut donc 1,2 mégajoules. Or, souvenez-vous, notre simple distribution d'énergie de 100 watts par mètre carré fournit environ 3,6 mégajoules. Autrement dit, nous disposons, théoriquement, d'assez d'énergie pour augmenter cette colonne d'air de près de 3 degrés. Bien entendu, la réalité est plus complexe. Une partie de cette énergie est transportée par le vent, une autre est utilisée pour mélanger les différentes couches de l'atmosphère, et une dernière partie est rayonnée vers l'espace. Il ne faut donc pas interpréter ce calcul comme une prévision exacte. En revanche, il montre que l'ordre de grandeur est parfaitement compatible avec les quelques degrés supplémentaires observés lors des grandes vagues de chaleur.
Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car le réchauffement du sol ne fait pas augmenter directement la température de l'air, qui accélère également l'assèchement des sols. À mesure que la réserve en eau diminue, l'évaporation devient de moins en moins efficace. Le terme LE continue alors de diminuer alors que le terme H augmente encore davantage. Un véritable cercle vicieux s'installe donc. Les jours passent, les sols se dessèchent un peu plus et les températures continuent de grimper tant que le blocage atmosphérique persiste. Nous pouvons maintenant répondre à la question posée au début de cette vidéo. Pourquoi cette vague de chaleur a-t-elle atteint une telle intensité? Les observations du Copernicus Climate Service montrent bien ce processus d'assèchement des sols à travers le débit des rivières et fleuves européens qui a particulièrement nettement évolué entre mai et juin sur l'Europe occidentale après 2 épisodes de chaleur exceptionnelle. Bien entendu, ce mécanisme n'agit pas isolément. Les téléconnexions atmosphériques, la situation dans les tropiques, le réchauffement climatique qui élève progressivement le niveau de départ, ainsi que les sujets que nous avons étudiés dans les 2 précédents décryptages, contribuent tous à l'intensité des épisodes de chaleur. Les grandes canicules sont le résultat de plusieurs mécanismes qui se renforcent mutuellement. Cette vidéo montre finalement qu'une canicule ne se résume pas à une simple masse d'air chaud. C'est le résultat d'une chaîne de processus physiques où l'atmosphère, le sol, l'eau et le rayonnement solaire interagissent en permanence. Derrière les cartes météo que nous regardons chaque jour se cachent des lois de la physique capables d'expliquer et parfois même de quantifier les événements les plus extrêmes.